Oui. Bonsoir, on m'avait prévenu qu'il y avait beaucoup de monde et je n'avais pas réalisé. Il y a beaucoup de monde. Merci, bonsoir, bienvenue ici à Videopolis Theater. Merci d'être venus si nombreux pour cette soirée très spéciale. Donc, je m'appelle Laurent Caduela, je travaille pour Walt Disney Imagineering en tant que concepteur écrivain avec certaines personnes que je vois cachées ici, très mal cachées. Merci à tous d'être ici. On a la chance pour cette soirée d'être sur la scène qui accueille la Jedi Academy. Donc on a le décor parfait avec les invités parfaits, donc R2D2, plus deux autres invités surprises qui seront avec nous ce soir. Je pense que vous vous rappelez tous de votre premier vol à bord d'un Star Speeder 3000. Ouais. À part si c'était juste après la présentation, d'accord? Donc c'était le temps de venir. Donc, eh ben oui, on s'en rappelle tous. Mais avant d'avoir pu faire ce premier vol, en fait, il y a eu toute une histoire. On va remonter aux origines de la création de cette aventure spatiale fantastique. Oui, R2. En fait, toutes les histoires ne peuvent pas commencer par il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, en fait. Non, je t'assure, parce que celle-là, c'est pas dans une galaxie très lointaine, en fait. Est-ce que vous savez à quand remonte la première interaction entre George Lucas et Disneyland? Oula. Alors, j'ai un 87 pour l'ouverture de Star Tours en Californie. Eh bien, en fait, avant, il y avait encore eu... Il y avait 86 pour Captain EO, mais j'ai entendu une bonne réponse par là. Diana Jones? Non, plutôt 85. 55, 1955, le 17 juillet 1955. Effectivement, George Lucas, à 11 ans, était à l'ouverture de Disneyland. Donc il est entré dans le parc. À mon avis, à cette époque-là, il ne réalisait pas à quel point il allait changer notre vie en créant une attraction aussi fabuleuse que Star Tours. Le propriétaire du Landspeeder Roger Noir THX 1138 est prié de déplacer son appareil. Cette zone est interdite au vol stationnaire. Et ça, pourtant, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Ça, vous avez dû l'entendre dans le spatioport. Et si vous êtes des grands fans, je suis sûr que vous savez ce que cache ce message, puisque THX 1138, c'était le titre du premier film de George Lucas en 1971. 6 ans plus tard, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, George Lucas va créer une trilogie, première trilogie qui va inspirer l'attraction que nous connaissons ce soir. Donc une trilogie, à l'origine 3 films, vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas aller plus loin. Pour raconter plus sur cette histoire de trilogie et le lien avec la Walt Disney, avec la création d'attractions, je vais y arriver, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur scène avec moi un expert Star Wars, Patrice Giraud. Ah ouais. Bonsoir, merci d'être là, merci d'être avec nous ce soir. Donc, Patrice, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton lien entre l'univers Star Wars, la France, il était là à la conférence. qui fait de toi aujourd'hui notre expert? Pour être rapide, j'ai créé le premier magazine Star Wars à l'international en 95. Donc c'était le magazine Lucasfilm Magazine en France. Et puis après, durant mes 20 années de relations avec Lucasfilm, j'ai travaillé sur de nombreux projets. Je suis allé sur les tournages. J'ai eu la chance d'être figurant dans un des films. Et puis j'ai travaillé sur 3 expositions Star Wars qui ont lieu en France pour Lucasfilm. Voilà, en tant qu'expert. Donc, il est accrédité comme expert. Parfait. Alors, pour la création de Star Tours,
pourquoi est-ce qu'on a fait à part George Lucas, ou pourquoi est-ce que George Lucas a voulu travailler avec Disney? Bah, c'était une époque où effectivement Michael Eisner arrivait de Paramount chez Disney avec Katzenberg pour essayer de revitaliser la société. Et Michael Eisner, qui était le PDG de la Walt Disney Company, voulait justement amener George Lucas, qui était lui-même un visionnaire un peu à la manière de Walt Disney. Et il voulait une attraction Star Wars dans les parcs d'attractions Disney. Et donc ils en ont parlé, ils étaient d'accord, mais Star Tours était une attraction très longue à fabriquer. Et c'est comme ça qu'est né très rapidement, dans une réunion, Captain EO avec Michael Jackson, où là c'était juste un film, un petit clip Juste un film, juste un film, juste un petit film qui a été le premier film en 3D. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Captain EO, et ils ont mis 2 ans à développer l'attraction Star Tours. Et là, vous pouvez voir une photo de George Lucas sans la barbe, où effectivement il s'est rasé selon les codes de l'époque, où tous les employés de chez Disney devait être complètement rasé, ne pouvait pas avoir de moustache. Et George, étant un grand fan de Disney, avait accepté le code. Voilà. En plus, je vois, il a même son name tag et tout. Parfait. Pour la petite histoire, à l'époque, avant d'arriver à Star Wars, les Imagineers avaient pensé à un autre film, un film Disney, qui finalement n'avait pas été retenu. C'était le film Tron. Oui. Et il faut savoir que dans 3 mois, à Shanghai, on va ouvrir une attraction sur le film Tron. Donc si jamais ils étaient partis sur Tron, on ne serait pas là ce soir, du coup. C'est certain. Est-ce que le projet a tout de suite été Star Tours tel qu'on l'a vécu jusqu'à présent? Non, alors le tout premier projet, le tout premier synopsis écrit par Tom Fitzgerald, qui est un des imagineurs de chez Disney, s'appelait Cosmic Winds, qu'on pourrait traduire par vent stellaire. Voilà, où R2D2 et C3PO étaient engagés à bord du vaisseau. Mais bon, tout était réécrit, et George Lucas a effectivement, comme il est lui-même fan des parcs d'attractions Disney, puisqu'il était même à l'ouverture du premier parc de Disneyland, à l'ouverture à l'époque, voulait que Star Tours ne soit pas comme les films Star Wars, mais qu'il y ait un élément comique. Et il aimait cette attraction qui s'appelait la Jungle Cruise. Oui, vous connaissez tous la Jungle Cruise? Où donc c'est une petite balade en bateau avec un pilote qui vous raconte des histoires, qui tire sur les hippopotames, voilà, et qui fait vivre finalement l'action auprès du public. Et c'est comme ça qu'est né Rex, le robot, en disant Rex va piloter le vaisseau, ça sera un nouveau robot qui ne connaît pas le pilotage, mais il va faire le lien entre le film et le public. Voilà. Donc Rex était une vraie création de George Lucas. Une création et finalement un hommage à une autre attraction de chez Disney. On va voir qu'il y a plusieurs autres attractions. Donc, est-ce que tu te rappelles de ton tout premier vol que tu as fait à bord d'un Star Speeder? Oui, c'était 1 an après l'ouverture en 87 aux États-Unis. C'était mon premier voyage en 88 au Skywalker Ranch. J'avais un rendez-vous là-bas. J'étais tout jeune et je suis passé par Los Angeles pour faire l'attraction et c'était incroyable pour l'époque, on ne connaissait pas. Et je me souviens d'avoir rigolé pendant toute l'attraction parce que je trouvais ça phénoménal, quoi. J'étais dans Star Wars. D'accord, voilà. Tu rigoles toujours quand tu fais l'attraction? Non, ça va. Je l'ai fait beaucoup de fois depuis. D'accord. Est-ce que tu as un moment préféré dans l'attraction et si oui, lequel? Bien sûr, comme tout fan, c'est le moment où Rex décide d'attaquer l'étoile noire et donc on se retrouve à aller dans la tranchée pour aller la détruire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette séquence-là n'était pas dans le scénario. George Lucas ne voulait pas refaire cette séquence. Et Tom Fitzgerald, qui est l'imagineur, lui a dit à George, non, George, les gens veulent faire ça, ils veulent réattaquer l'étoile noire comme dans le film. Et finalement, Tom Fitzgerald a eu gain de cause et ils ont mis la séquence dans le film et personnellement, je suis pour. Voilà. Et à la fin, on fait exploser cette étoile noire encore. Super. Cool. Et merci beaucoup pour avoir passé ce petit moment avec nous. Ça me touche beaucoup, c'est la fin d'une époque finalement. Voilà. Et de toute façon, Disneyland ne sera jamais terminé. Donc, mais il ne faut pas oublier que c'est une attraction qui a finalement 30 ans. Voilà. C'est quand même très long. Voilà, une belle aventure. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Bon voyage. À bientôt. À bientôt. Donc voilà comment est née cette attraction sur son origine avec le travail avec George Lucas.
Une fois qu'on a créé toute l'attraction, toute la mécanique, tout ce qui est très technique et dont je ne parlerai pas parce que je suis nul en technique, les Imagineers ont voulu s'assurer que tous les visiteurs qui vont venir dans l'attraction, qu'ils connaissent les films ou pas, puissent avoir une bonne expérience. Et donc, ce que le commun des mortels appelle la file d'attente, nous à Imagineering, on appelle ça le pré-show, le spectacle avant le spectacle. Ça nous aide à mettre les gens dans l'ambiance. Si vous connaissez très bien l'attraction, le pré-show aussi n'a pas de secret pour vous. Il est divisé en 3 zones qui ont chacune leur importance. La première des zones, c'est la zone la plus sombre, où il n'y a pas grand-chose à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est visuellement pour vous couper du monde extérieur. C'est pour que l'obscurité habitue vos yeux à l'obscurité que vous allez avoir dans l'espace. Donc cette première salle est volontairement très sombre. Vous entrez ensuite dans la deuxième salle, qui est le spatioport, et là, on va amener à votre vision les personnages que vous connaissez du film. Donc les 2 plus célèbres, bien sûr, C3PO et R2D2. Une fois que vous êtes familier avec ces personnages que vous avez reconnus, on va commencer à donner des informations sur les nouveaux éléments qu'il y a dans l'attraction. Donc vous avez un écran géant qui va diffuser des logos et des images d'un tour opérateur galactique qui s'appelle Star Tours. Et c'est le moment également où on va vous proposer de voir le véhicule dans lequel vous allez entrer, et c'est là que vous découvrez le Star Speeder 3000. Celui que vous allez voir, il n'est pas en bon état, mais vous avez un film publicitaire qui va vous vanter les mérites de cet appareil. Si vous écoutez attentivement ce que C3PO raconte, il n'est pas très sûr de la fiabilité de ces appareils non plus, mais c'est pas grave, hein. On continue, on arrive dans la 3e zone, ce qu'on appelle le centre droïdnostique, le fameux secteur 2. Dans le secteur 2, on se trouve dans l'espèce de hangar où vous allez voir des pièces détachées. Et ce que C3PO essayait de vous dire va trouver un peu sa confirmation, puisque vous allez trouver plein d'éléments, des pièces détachées, mais est-ce que c'est des pièces détachées neuves ou est-ce que c'est de la récup de droïdes ou de vaisseaux qui ont été malmenés? C'est pas très clair. Là où ça devient encore plus palpitant, c'est que vous avez 2 droïdes qui sont en train de réparer les pilotes. Et si vous faites attention aux 2 droïdes, d'après leur comportement, on peut commencer à avoir de sérieux doutes, puisque ces 2 droïdes ont pas l'air très fiables, et c'est eux qui sont en train de réparer le pilote du Star Speeder que vous allez devoir prendre. Donc, ne vous en faites pas, parce que je suis sûr que l'appareil dans lequel vous allez être, ce sera le premier vol du droïde, donc tout ira forcément bien. Donc voilà, une fois que vous avez passé ces trois pré-shows, vous êtes prêts à embarquer. Pour rendre nos pré-shows et toutes nos ambiances encore plus riches, on aime beaucoup mettre des détails. On utilise beaucoup de détails pour rendre les éléments encore plus crédibles, et on aime faire des références et des clins d'œil à des univers que les grands fans connaissent. Donc dès l'extérieur, les couvertures des machines face-passe, ce sont ces jolies toitures oranges qui sont en fait inspirées des voiles sur la barge de Jabba the Hutt dans le Retour du Jedi. Donc, on a vraiment essayé de retrouver des éléments visuels du film. Le fameux Droidnostic Center, c'est aussi une mine pour nous, pour mettre plein de petits détails, des petits détails que vous avez peut-être vus, qui bougent pas, qui sont faciles à voir, ou qui sont plus difficiles, on aime bien jouer avec. Donc par exemple, le premier détail que vous allez trouver, c'est carrément un immense canon, un canon qui se trouve sur un Star Speeder 3000. Donc ça, c'est un des éléments. Là, vous avez un canon entier. Plus loin, vous allez pouvoir également trouver un